Donc bonjour à tous, je m'appelle Maëla, je suis la maman de Aria qui va bientôt avoir 4 ans, et qui est atteinte d'une paralysie cérébrale. Donc si on commence au début, la grossesse s'est passée extrêmement bien. J'ai eu un accouchement normal qui s'est aussi très bien passé. Les premiers mois d'Aria, ont été, j'ai envie de dire parfaits. C'était une petite fille extrêmement mignonne, un bébé, adorable, qui n'a pas eu de soucis de santé particuliers, qui se développait bien et où rien, ne présageait, ce qui allait, nous arriver. Donc c'est à partir de ces, 4 mois que j'ai remarqué que, Aria sous-utilisait en fait son côté droit. Donc forcément à 4 mois, elle était beaucoup en transat ou en mobilité libre. Elle a jamais vraiment supporté d'être, portée, d'être dans les bras ou d'être, dans un parc. Donc on l'a laissée en mobilité libre. Donc elle jouait par terre sur son petit tapis, elle essayait de se retourner ou elle était beaucoup en transat parce qu'elle se sentait bien. Et donc forcément, les petites arches au-dessus d'elle, les petits jouets. Et elle avait vraiment, donc on remarquait surtout au niveau de ses membres supérieurs, elle avait beaucoup tendance à déployer son bras gauche, mais pas le bras droit, qui est resté toujours bloqué dans ce sens-là, avec son petit pouce à l'intérieur du poing. Elle essayait de temps en temps, mais on voyait que c'était beaucoup plus difficile. Donc moi, ces 4 mois, j'en ai parlé à sa pédiatre, parce que forcément, bah, la première année de vie d'un enfant, on va tous les mois chez la pédiatre ou chez le médecin. Je lui en ai parlé une première fois. Elle m'a dit que bon, il fallait pas forcément s'inquiéter, attendre un petit peu. Donc pareil, à ces 5 mois, à ces 6 mois, j'ai réitéré les demandes parce que vraiment je remarquais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal au niveau de son côté droit, et qui s'accentuait de plus en plus. Vraiment, elle prenait de la force du côté gauche, elle prenait de l'expansion, mais pas du tout du côté droit. Donc j'en ai parlé aussi à des collègues, j'ai regardé, les photos et les vidéos de ma première fille pour voir si, je décelais quelque chose et vraiment je sentais quelque chose qui, alors j'imaginais pas à ce point-là, mais je sentais quelque chose qui se développait pas de la «bonne manière» entre guillemets. Finalement, on a été orienté auprès du FU, auprès d'une professeure en orthopédie pour vraiment vérifier au niveau du plexus, donc au niveau de l'épaule et du développement du bras. Elle a passé des radios et tout de suite, en fait, elle nous a dit c'est pas musculaire, c'est pas au niveau du développement des muscles ou de la partie du corps, ça va être neurologique. À ce moment-là, Aria avait 1 an. Donc moi, j'avais commencé à vraiment voir les choses à partir de ces 4 mois. La professeure en orthopédie au CHU nous dit à ces 1 an, autour de ces 1 an, c'est pas musculaire, c'est pas au niveau du corps en lui-même, c'est neurologique très vraisemblablement. Et pour avoir un rendez-vous auprès d'une neurologue, une pédiatre neurologue, il a fallu qu'on attende fin mars. Et donc là, elle avait 15 mois. Euh, la neurologue, on l'a rencontrée. Elle a été très rapide dans le diagnostic. Elle n'a pas pris de pincettes, mais en même temps, elle nous a dit les choses très concrètement. Elle nous a dit, voilà, c'est très probablement un AVC qu'Aria aurait fait pendant la grossesse et donc in utero. Mais pour confirmer le diagnostic, il faut attendre une IRM cérébrale. Et l'IRM cérébrale, pour les enfants qui sont petits, ça se passe sous anesthésie générale. Donc ça nous mettait un délai de 6 mois complémentaires à attendre pour vraiment avoir le diagnostic. Mais la neurologue nous a tout de suite orientés vers le CMPR, hein, donc le Centre médico de réadaptation à la Clairière, à Hérouville-Saint-Clair, où là, avant même qu'on ait le réel diagnostic, on a une prise en charge euh, par un médecin rééducateur qui nous a reçus, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants, parce que très sincèrement, quand on a eu le diagnostic, bah, je sais pas si c'est le ciel qui nous tombe sur la tête ou le sol qui se dérobe en dessous de nous, peut-être un peu des deux. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, mais on n'en a jamais entendu parler. Est-ce que c'est réel? On bascule vraiment dans un autre monde. Euh, et, et, et si on n'est pas entouré à ce moment-là, et qu'on nous explique pas les choses encore et encore, c'est très compliqué de tenir debout. Euh, voilà, ça c'était les premières réactions. Je crois que j'ai dit les premières choses.
En disant, parce que je pense que c'est important aussi de mettre en lumière que, on arrive à la fin d'une errance médicale. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à me poser des questions à 4 mois. À ces 15 mois, on rencontre la neurologue. À ces, 18 mois, on a le diagnostic une fois que le l'IRM, est passé. Et là, on nous donne un diagnostic. On nous dit: «Voilà, c'est une paralysie cérébrale due à un AVC et chez ARIA, ça entraîne une hémiparésie de l'hémicorps droit». Donc des troubles moteurs. C'est la fin d'une errance médicale, donc à la fois on est rassuré parce qu'on a un diagnostic. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes aussi parfois, qui ont des errances médicales et qui n'ont pas de diagnostic, et ça, être dans le flou, c'est pas facile aussi. Donc nous, on a eu cette chance d'avoir un diagnostic, et quand même malgré tout assez tôt. Hem, mais en même temps, heu, quand on est dans l'errance, on a toujours un peu, un espoir que ce soit pas vraiment ça. On se dit: «Bon, finalement, les médecins se sont peut-être trompés, elle va se développer comme tous les enfants», et donc on doit accepter aussi ce diagnostic-là, et donc c'est un autre chemin qui commence, c'est un chemin différent. Il faut aussi, on n'en parle pas souvent, c'est pas le cas pour tout le monde, mais accepter, en tout cas ça l'a été pour moi, accepter le côté, deuil de l'enfant qu'on avait imaginé. On peut appeler ça un deuil invisible, un deuil blanc. Hem, on l'entend peu encore ce mot-là parce qu'il est très fort. Mais je pense que si on veut, avancer, sur ce chemin différent, il faut aussi s'autoriser à se dire que on n'empruntera pas le chemin qu'on avait imaginé et que c'est pas grave. C'est juste que, bah, c'est un chemin différent et ce sera un beau chemin. Hem, Là où c'est un peu compliqué dans le diagnostic d'ARIA, c'est que la paralysie cérébrale, on nous l'a expliqué, c'est, extrêmement différent d'une personne à l'autre, extrêmement différent d'un enfant à l'autre, et donc il y a pas de remède, il y a pas de rééducation, classique, lambda. On va vraiment s'adapter aux enfants. Il y a des enfants qui vont être polyhandicapés, il y a des enfants qui, vont avoir une simple boiterie, il y a des enfants qui vont être hémiparésiques comme Aria, il y a des enfants qui vont avoir des troubles uniquement au niveau, des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Nous, pour l'instant, on est uniquement sur des troubles moteurs, mais on a une proportion plus importante à être sur des troubles ensuite plutôt cognitifs. Donc tout de suite, en fait, on a mis en place une équipe médicale autour d'Aria, orthophonie, kiné, ergothérapie, parce qu'elle était très volontaire et elle avait envie. Donc pour essayer de la stimuler au maximum et voir où elle pouvait aller avec ses capacités. Mais ce qui est difficile, c'est que moi je disais: «Mais est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'elle va parler? Est-ce qu'elle va pouvoir aller à l'école? Est-ce qu'elle va pouvoir faire du vélo?» Je ne sais pas pourquoi les premiers mois, ça a été mon obsession: «Est-ce qu'elle va pouvoir faire du vélo?» Hem Et en fait, on nous disait: «On ne sait pas, ça dépend vraiment d'un enfant à l'autre», et c'est ça qui était difficile aussi à accepter dans les premières explications, c'est qu'en fait, on n'avait pas d'explication et on n'avait pas de «futur à nous donner» entre guillemets. Les premières difficultés, ça a été vraiment au début le manque d'informations. Avant même qu'on ait le diagnostic, forcément, comme tout parent, j'ai essayé moi de mon côté de trouver, des explications sur internet, dans les livres, de me renseigner, mais en fait, c'est là où on se rend compte qu'on a tout, et que ça peut faire peur aussi. Mais on a besoin de comprendre et de savoir. Donc le manque d'informations, pour moi, il a été compliqué. Une fois que j'ai eu le diagnostic, je me suis abreuvée. J'ai voulu tout comprendre sur la paralysie cérébrale, j'ai voulu tout comprendre sur le fonctionnement du cerveau, j'ai voulu tout comprendre sur les AVC parce que j'en avais besoin. Au-delà de ce côté, où on doit s'auto-former, ou en tout cas trouver nos informations, euh, et celles dont on a besoin, c'est le quotidien. Et le quotidien avec un enfant, qui a un côté paralysé, parce que c'est vraiment ça, c'est pas une hémiplégie, donc c'est-à-dire qu'elle peut quand même utiliser ses membres, mais comme pour elle, elle n'a pas de côté droit, donc elle va tout le temps lutter contre la paralysie, et au début, c'est surtout ça, elle l'oubliait. Donc bah, dans le quotidien, c'est, pour lui mettre un body. Elle n'arrivait pas à tendre son bras, il était tout le temps comme ça, donc il fallait aller lui chercher à travers la manche son poing pour tendre le bras. Aria a marché très tard, donc elle se déplaçait.
à 4 pattes, donc quand on venait à la bibliothèque, bah forcément, en plus elle est grande en taille, donc une enfant de presque 2 ans qui fait du 4 pattes, c'est pas facile non plus parce que bah, rien n'est adapté au sol pour les enfants de cet âge-là. Pour manger, elle n'utilisait pas du tout son côté droit, on l'asseyait dans sa chaise haute, elle tombait de son côté droit. Euh, et puis une des choses les plus difficiles, bizarrement, mais ce qui était un impact dans le quotidien, c'est qu'elle ne supportait pas dans son siège auto. Donc forcément, avec les rendez-vous médicaux, avec le fait d'aller chez la kiné, le fait d'aller au CMPR, le fait d'aller au CHU, le fait d'aller un peu partout, on ne pouvait pas la mettre plus de 5 minutes dans son siège auto. Elle hurlait, elle se débattait parce qu'en fait elle se sentait vraiment coincée et elle ne pouvait pas se mouvoir de son seul côté. Donc c'était une galère sans nom, il fallait que quelqu'un conduise devant, quelqu'un soit avec elle à l'arrière, et même comme ça a été très très compliqué. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué les premiers mois et les premières années de sa vie parce qu'on passait beaucoup de temps en voiture et ce beaucoup de temps ou dans les salles d'attente, et bah, elle était soit coincée, soit on devait la tenir sur nous, elle voulait aller par terre et en fait bah, c'était... Donc le moindre petit geste du quotidien est compliqué et donc on doit avant même de se dire on va aller à tel endroit, se dire attends comment on y va, une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'autorise à aller par terre, est-ce que on la laisse faire un peu ce qu'elle veut et puis elle voulait vraiment bouger, ou est-ce que ce sera pas possible et donc on reste à la maison. Il y a aussi un peu ce côté, même si c'est difficile à la maison, ça reste plus facile parce qu'elle a son environnement et parce qu'il n'y a pas tout l'environnement extérieur. Donc c'est vraiment les premières difficultés sur lesquelles on a été confrontés, oui. Alors, la paralysie cérébrale dans le quotidien d'Aria, c'est un besoin constant d'adaptation, beaucoup de rééducation, euh, mais c'est vraiment les adaptations. Après, les adaptations, en un sens, ça se les fait toute seule. Donc, ça lui permet de découvrir beaucoup plus de choses. C'est une enfant qui est extrêmement joyeuse. Comme tous les enfants, elle a envie de découvrir les choses, elle a envie de se faire des copains. Elle, pour elle, comme elle est née avec sa paralysie cérébrale, elle ne se sent pas forcément différente des autres enfants. Donc elle va vivre comme les autres enfants, sauf qu'on va lui ajouter des choses en plus. On a une petite fille, heureusement, je sais qu'on a beaucoup de chance, qui a envie et qui se laisse plutôt faire à partir du moment où elle est dans le jeu. Donc ces thérapeutes ont toujours été dans le jeu avec elle, donc la rééducation pour elle, limite c'était un peu cool parce que bah, elle avait une personne en face d'elle qui allait jouer avec elle, elle découvrait d'autres copains, d'autres copines, elle découvrait des nouveaux thérapeutes, elle allait dans des nouveaux endroits, on s'est toujours occupé d'elle. Donc j'ai envie de dire que elle a une vie d'enfant avec quelque chose en plus, la paralysie, qui lui demande de la rééducation, beaucoup de rééducation, beaucoup d'adaptation, mais ça reste une vie d'enfant normale. C'est juste qu'on va ajouter beaucoup de choses. Donc elle a un emploi du temps de ministre. C'est ça. C'est surtout ça. Le plus grand progrès, forcément, ça a été la marche. L'acquisition de la marche, je crois que ce jour-là, il y a un gros caillou de mon sac à dos qui s'est enlevé. Elle a marché une semaine avant ses 2 ans, réellement. Elle faisait quelques petits pas, donc on était déjà très contents quand elle faisait des petits pas, quand elle meublait. Et puis un jeudi matin, on va chez sa kiné, donc comme toutes les semaines depuis c'est un an, on va voir sa kiné. Et là, c'était le jeudi matin, c'était le deuxième rendez-vous de la semaine. Et elle commence à faire des petits pas toute seule. On se dit, waouh, génial, ce matin, elle est en forme, super. Puis elle en refait, puis elle en refait. On se dit, tiens, elle y va ce matin. On la dépose à la crèche. Elle part non pas comme d'habitude à 4 pattes, mais en marchant. Donc on leur dit, bon, elle a commencé à marcher chez la kiné, mais on avait l'habitude qu'elle fasse quelques petits pas. Et là, le soir, on va la chercher à la crèche et elle nous dit, donc les puricultrices nous disent, elle a marché toute la journée. Elle a quasiment pas fait de 4 pattes. Le soir, on rentre, elle marche. Alors forcément, c'était de la marche. C'est très bizarre parce que c'est de la marche qu'on voit sur des enfants
qui ont 1 an, 15 mois, 18 mois maximum, mais là sur une grande jeune fille de, de 2 ans, donc elle marchait un peu en manière robot, et avec sa jambe droite toute tendue, donc elle fauchait un peu, on dit ça, mais elle marchait, elle était debout, et là ça a été le vrai premier beau progrès. Et celui dont on se souviendra, en tout cas moi, cette journée-là, je m'en souviendrai forcément toute ma vie. Et après, en fait, c'est chaque progrès, on est sur des victoires. Quand elle a tendu réellement la première fois son bras droit, quand elle attrape des choses, quand aujourd'hui, elle va prendre son bol à 2 mains pour pouvoir boire, son petit lait, quand, elle va dire des nouveaux mots et qu'elle va les dire correctement, parce qu'au début elle signait, vu qu'elle avait beaucoup de mal à parler, donc son orthophoniste lui a appris à signer. Donc quand elle abandonne, entre guillemets, un peu les signes aussi pour pouvoir parler et dire les mots, c'est des progrès. Et en fait, on, on a ce regard émerveillé pour chaque enfant, mais je crois qu'il est encore plus émerveillé à chaque fois qu'Aria fait des nouvelles choses. Donc parfois, c'en est un peu bizarre, mais quand elle monte devant sa classe à l'école, il y a 3 petites marches pour pouvoir y accéder. Quand elle monte ces 3 petites marches toute seule, sans tenir personne et sans tenir la rambarde, enfin nous on est là, waouh, elle a marché 3, elle a monté 3 marches, c'est génial. Mais pour nous, ouais, c'est chaque nouvelle étape, c'est vraiment des réussites et des gros progrès. On s'attache vraiment à ça. Donc, on a eu la chance d'avoir une super kiné pour Aria dès ses 1 an, avant même qu'on rencontre la neurologue. Et donc, c'est le cabinet Funambule et compagnie. Suzanne a été sa première kiné, elle l'est toujours aujourd'hui. Elle est toujours suivie au cabinet en libéral par Suzanne, en kiné donc, et par Mélanie en orthophonie. Euh, Tout de suite après le diagnostic, on a été redirigé donc vers le CMPR, où on a rencontré le médecin rééducateur. Et une fois qu'on a vraiment eu le diagnostic après l'IRM, Aria a été prise en charge aussi 1 journée par semaine au CMPR, donc où elle refaisait de la kiné, de l'orthophonie et de l'ergothérapie, avant qu'on soit prise en charge au CAMS pour l'ergothérapie. Donc on a eu cette chance d'être très bien entourée dès le départ et que Aria puisse avoir vraiment une rééducation à la fois en libéral et à la fois en centre médical très tôt, pour aller chercher vraiment les connexions, forcément. Donc l'AVC lui a, dans l'hémisphère gauche, un peu attaqué, on va dire, le cerveau. Et donc l'idée, c'était vraiment de refaire des connexions entre les 2 hémisphères, parce que pour nous, bah, ça va être normal de tendre un bras, ça va être normal d'ouvrir et de fermer le poing, de tourner le poignet. Aria, pour elle, ces connexions ne se font pas naturellement. Donc l'idée, c'était vraiment de refaire et refaire et refaire des exercices en ce sens-là pour que ça devienne naturel. Et aujourd'hui, ça l'est. Pas de la même manière que nous, mais si on lui dit Aria, ton bras droit quand il est comme ça, bah, tout de suite elle va pouvoir faire ça. Je pense que si on n'avait pas eu cet accompagnement dès le départ, ça aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Donc on a vraiment eu, nous, cette chance d'avoir une équipe médicale et un environnement professionnel qui s'est mis autour d'Aria et autour de nous de manière très rapide et très bienveillante. De manière très bienveillante aussi. D'accord. En fait, il n'y a pas un dispositif, je crois. C'est un ensemble de choses. Donc c'est à la fois tous ces professionnels qui nous ont aidés, parce qu'ils nous ont apporté des explications, euh, ils nous ont apporté des solutions aussi, ils nous ont apporté des tips à ramener à la maison, et donc on se sentait soutenus. Ils ont toujours été extrêmement bienveillants. Et quand on avait des difficultés, par exemple, moi, la première fois qu'on m'a dit il va falloir remplir un dossier MDPH, et là, j'ai dit d'accord, je ne sais même pas ce que c'est la MDPH, je ne sais pas à quoi ressemble ce dossier. Donc, on m'a donné le dossier, et là, j'ai dit ok, mais comment je le remplis? Enfin, être seule en tant que parent face à tous ces papiers, ça a été, enfin, j'avais l'impression de me noyer en fait face à cet océan d'incertitude et d'inquiétude et de nouvelles choses. Et donc, il y a aussi des associations
qui nous ont soutenus. Il y en a une particulièrement sur Caen, c'est le RSVA, le réseau pour une vie autonome, de services pour une vie autonome, euh, qui est extrêmement implanté sur la région, qui aide beaucoup les personnes en situation de handicap adultes, aussi les parents, qui rendent accessible aussi beaucoup aux personnes en situation de handicap l'accès aux soins, parce que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, au départ, ils étaient pas censés, entre guillemets, m'aider moi. Par contre, quand je suis arrivée, que j'ai dit je ne sais pas quoi faire, ils ont été à l'écoute et ils m'ont orientée. Et grâce à eux aussi, je me suis relevée parce que j'avais des personnes auxquelles je pouvais m'accrocher. Et en fait, sans s'en rendre compte, ils me tendaient une main, certes que je prenais, mais ils me tendaient une main et c'était comme des bouées de sauvetage. Et donc, toutes ces personnes, tous les professionnels qu'on a rencontrés et toutes les personnes des associations et plus récemment aussi l'association Tombée du Nid qui s'implante de plus en plus aussi dans les régions nous aident. Plus récemment, j'ai créé un compte Instagram pour Aria parce que l'idée c'était de partager aussi les petits bonheurs de la vie, pouvoir permettre d'échanger avec d'autres parents qui ont des enfants comme Aria ou d'autres pathologies parce qu'en fait, peu importe le handicap, on se retrouve dans les difficultés de la vie et donc ça permet aussi de se sentir moins seul. Donc toutes ces rencontres ont été des belles rencontres et ont été des soutiens vraiment dans l'accompagnement à la fois médical et dans le quotidien d'Aria. Donc comme on se le disait, on a la chance d'habiter à Caen, où on a, donc un CHU où il y a des professionnels, très compétents. On a aussi beaucoup de cabinets libéraux, dont le cabinet, Funambule et compagnie qui nous a tout de suite, reçus, écoutés, hem et qui nous a aussi orientés, quand on avait, besoin. On a un médecin généraliste aussi qui est, ancien urgentiste et donc c'est pareil quand on avait des besoins ou des questions, par rapport à des spécialistes, il nous a dit: «Bah, voilà, allez plutôt, voir, tel ophtalmologue parce qu'elle a l'habitude avec des enfants, elle a l'habitude avec des enfants qui ont un handicap, ou aller voir telle personne, etc. Donc on n'a pas, nous en tout cas, eu de soucis à trouver des professionnels. Ils étaient compétents et à l'écoute. On a vraiment eu cette chance-là. Je dis souvent que Aria, elle m'a ouvert un champ des possibles. Je crois que ça résume bien l'impact qu'elle a eu pour moi en tant que maman et dans ma vision de la parentalité. Donc je suis maman d'une grande fille de 13 ans. Ça a déjà été forcément un énorme chamboulement dans ma vie de femme, de devenir maman. Euh, Elle a été une petite fille très dynamique, très tôt. Donc c'est vrai qu'Aria était un peu dans le même état d'esprit, très dynamique aussi très tôt, qui veut faire beaucoup de choses. Mais elle m'a appris, Aria, à être dans l'instant présent. Euh, j'ai toujours eu tendance, parce que c'est ma personnalité aussi, et donc forcément on l'applique dans la parentalité, à être dans l'après, à vouloir pousser ses enfants, à vouloir vivre des choses, à planifier des choses. Avec Aria, on a dû arrêter ça parce que planifier, ça voulait dire s'inquiéter, ne pas savoir. Donc, elle m'a appris à vivre dans l'instant présent et donc à changer complètement la manière dont j'étais en tant que maman, dont je vivais les choses au quotidien. Aria qui s'arrête et qui regarde les feuilles d'un arbre bouger, mais comme tout enfant. Et ben, avec Aria, j'ai appris à le faire. Et donc, j'ai été beaucoup plus patiente aussi envers ma première fille parce que ça a vraiment ouais, ouvert un nouveau monde. Et je dis souvent qu'avant, j'étais comme ça. Et grâce à Aria, maintenant, je suis comme ça. On a la chance d'avoir un entourage familial qui nous a soutenus. Alors forcément, au début, ça a été des craintes et des inquiétudes
qu'on a eu du mal à gérer parce qu'on était déjà en fait extrêmement inquiets, nous-mêmes et on ne pouvait pas entre guillemets «recevoir», l'inquiétude d'autres personnes. Donc ils ont été, aussi très patients avec nous. On leur a expliqué aussi au fur et à mesure ce qu'on savait parce que, bah, on a avancé, hein, avec Aria, avec son handicap et on a appris avec elle. Donc on leur expliquait au fur et à mesure, et ils nous ont soutenus aussi, dans ce chemin. Hem, Ce qui est difficile, c'est qu'ils sont loin. Donc quand on va les voir, en fait, c'est pour des week-ends, pour des vacances et donc on n'a personne en soutien, réellement en répit sur place et donc ça peut être un peu plus difficile parce que forcément, on est en vase clos et c'est là, où, c'est difficile aussi pour, la grande sœur parce que, bah, forcément, elle vit, tout ce que Aria vit. Donc toutes les inquiétudes qu'on a eues, elle les a eues. Tous les rendez-vous qu'on devait planifier, auxquels on devait aller, elle les a subis aussi. L'agenda de ministre d'Aria, ça s'est répercuté sur le nôtre et sur le sien. Plus l'adolescence qui fait qu'on ne sait pas trop qui on est. Donc qui je suis en tant que personne, quand vient s'ajouter un rôle d'aidante de ma petite sœur qui a un handicap, elle le gère extrêmement bien. Là où on est vigilant, c'est que c'est une jeune fille très empathique, qui ressent énormément les choses et on ne veut pas non plus qu'elle prenne le poids de notre inquiétude ou du handicap de sa sœur. Mais Pénélope, donc la grande, a été aussi un vecteur extraordinaire pour Aria, parce que comme c'est son modèle, c'est tu s'amuse, elle fait et elle veut suivre sa grande sœur, forcément, ça l'a énormément stimulée. Et donc, ça valorise aussi énormément sa grande sœur. Et ça, c'est super chouette parce que ça lui donne confiance en elle, parce que sa sœur lui fait une confiance aveugle. Et donc, les premiers pas aussi qu'elle a réussi à faire même avant même de marcher, quand elle faisait qu'un ou deux petits pas, c'était toujours pour aller voir sa sœur. C'était toujours je tends les bras pour aller voir ma grande sœur, alors que c'était déjà difficile à l'époque de tendre le bras, mais quand il y avait sa sœur, ça a toujours été. Donc c'est sa sœur a été extrêmement stimulante entre guillemets et une relation très bienveillante et ça l'a beaucoup aidée et à la fois Pénélope je pense a pris confiance en elle et a eu un rôle de grande sœur pleinement assumé grâce à Aria. Donc c'est comme des meilleures amies qui se soutiennent l'une l'autre et qui se tirent vers le haut l'une l'autre et c'est très beau à voir. Leur relation est vraiment très jolie à voir. Alors, le plus difficile, je dirais que c'est l'incertitude, la charge mentale et le rythme que nous impose aussi Aria. Mais le plus de force, c'est Aria elle-même. C'est son sourire, c'est sa force et c'est surtout sa résilience. Je dirais que c'est un mélange des deux. C'est parfois des regards qui vont être maladroits et donc du jugement. Je prends des exemples très concrets, quand, on va au parc, et que, bah, des parents vont regarder, d'un œil parce qu'elle a son attelle, ou parce qu'elle n'arrive pas à monter toute seule, au toboggan. Donc je sais pas si c'est du jugement, mais en tout cas c'est peut-être maladroit, sauf que, nous en tant que parents, bah, c'est des regards qui font aussi mal parce qu'ils nous renvoient à la situation d'Aria et au fait qu'elle soit différente des autres enfants. Mais ce que je veux surtout retenir, c'est l'énorme élan de solidarité qu'on peut trouver en chaque personne. C'est toutes les très belles rencontres qu'on a fait, que ce soit dans le monde médical, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit avec d'autres parents qui ont un enfant avec un handicap ou non. Et donc c'est cet élan et ce soutien qui se met autour de nous. On dit souvent quand une personne, une maman, enfin une femme ou un homme qui va avoir un enfant, il faut un village pour construire et pour aider à faire grandir un enfant. Je pense qu'aujourd'hui dans nos sociétés c'est de moins en moins le cas.
les parents sont de plus en plus isolés, parce que c'est le rythme aussi qui fait ça, parce que, les parents travaillent, parce que les grands-parents habitent loin, parce qu'on a peut-être moins d'amis ou en tout cas le lien social est plus distant. Heu, mais ce village, que nous on construit autour des enfants qui ont un handicap ou une différence, il est merveilleux et c'est celui-là qu'il faut retenir et qui nous aide vraiment dans notre quotidien. Ce que j'aimerais dire, c'est que la paralysie cérébrale, en fait, ça n'empêche pas, un enfant d'être comme les autres. C'est valable pour la paralysie cérébrale, c'est valable pour n'importe quel handicap. Mais c'est vrai que Aria, c'est une enfant comme les autres et derrière, chaque enfant qui a un handicap, il y a, une personnalité. Il y a des rêves, il y a des envies et il y a surtout une force incroyable et c'est ça qu'il faut retenir pour ces enfants. Ce que j'aimerais dire aux autres parents, c'est que, l'annonce d'un handicap, c'est pas la fin d'un chemin, c'est juste que c'est le début d'un autre chemin, d'un chemin différent. Hem, je sais que c'est difficile, heu, l'acceptation, hem, être résilient, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Moi, j'ai dû apprendre à me déconstruire en tant que personne, en tant que maman, pour me reconstruire en étant une autre maman, en ayant une autre vision de la parentalité et aussi séparer le rôle de maman, du rôle d'aidante. Ça aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui m'aide. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que, oui, il y aura des défis, mais il y a aussi tellement de victoires, tellement de joie, hem et c'est un monde, tellement merveilleux qu'on a découvert que c'est un très beau chemin et que je suis très contente de pouvoir l'emprunter aujourd'hui. J'ai pas une plus grande fierté en tant que maman, j'en ai 2. J'ai Pénélope, ma grande, et j'ai Aria, la petite, Aria elle-même. Hem, Aria, c'est, un vrai soleil. Pénélope, elle est plutôt, comme la lune. Et Aria, c'est le soleil, donc elle se complètent, extrêmement bien. Hem, c'est la relation qu'elles ont, c'est la joie de vivre d'Aria, c'est sa manière de danser, c'est sa manière de vivre, c'est son humour aussi beaucoup, elles sont très drôles. Alors la première l'est aussi, donc ça donne, des concours de blagues et de fou rire, et c'est vraiment chouette. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, je crois que vraiment ma plus grande fierté pour Aria, c'est sa capacité à transformer, le regard des personnes qu'elle rencontre par rapport à la vie. Et ça, j'espère qu'elle gardera, ça toute sa vie parce que c'est extrêmement précieux. À chaque fois qu'elle rencontre une personne, elle transforme leur regard et c'est inné chez elle et c'est très beau.